Alors c'est vrai que dans cet épais brouillard politique, il y a de plus en plus d'instituts de conjoncture. On l'a vu avec l'OCDE il y a quelques jours, mais aussi Rexecode, il y a quelques heures, revoient à la baisse leur prévision de croissance pour la France. Une incertitude politique qui commence de plus en plus à peser sur les Français et sur les entreprises. Bonjour Anne. Bonjour David. Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. C'est vrai qu'on entend souvent les politiques se lamenter sur cette idée que les Français, dans l'attente de savoir quelle sauce fiscale ils vont être mangés, plus d'impôts ou pas, plus de taxes, que les Français arrêtent ou consomment moins et donc épargnent plus. Et c'est vrai qu'on a besoin de croissance, plus de consommation ou moins de consommation, c'est moins de croissance. On a besoin de croissance pour faire tourner le modèle social français. Non, ça c'est clair, David. En France, on dit que le PIB, c'est à peu près, et la croissance, la consommation, est un important moteur du PIB, représente d'ailleurs plus ou moins la moitié de la croissance du PIB. Donc c'est vrai qu'avec mon article disant attention, il faudrait consommer moins et épargner plus. Alors évidemment, le premier réflexe, c'est se dire mais elle n'a rien compris. Oui, j'ai pas osé le dire comme ça, effectivement, parce que je vous connais. David, vous êtes trop sympa. Non, mais c'est sûr que le premier réflexe, c'est de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cet article? Et c'est évident, pour qu'il y ait de la croissance l'année prochaine, il faut qu'il y ait de la consommation. D'ailleurs, c'est Ricardo, déjà, vous savez, le grand économiste libéral du 19e, il avait déjà bien noté ça, que s'il y a de l'incertitude sur la fiscalité, c'est ce on appelle savamment l'équivalence ricardienne, les gens tout simplement épargnent pour payer les impôts plus tard. Et c'est pour ça qu'il disait, en fait, que vous avez de la dette, ça marche pas. De toute façon, les gens sont pas idiots. Ils comprennent bien qu'un jour ou l'autre, il faudra le payer en impôts, donc ils épargnent. Donc, mais ça, on est sur les sujets de croissance, quelque part de court terme, 2025, 2026. Et en fait, moi, j'ai voulu prendre un peu à contre-pied cette idée qu'il faut absolument de la consommation pour soutenir la croissance, ce qui est notre modèle depuis des décennies. Parce qu'en fait, si on prend un pas de recul, on voit que l'économie française, depuis les années 2000, elle est complètement déséquilibrée, parce qu'en effet, on attend toute la consommation. Mais vous savez, David, aujourd'hui, quand on consomme, on achète très peu français. Et en fait, l'économie française est complètement dépendante de l'extérieur. Et c'est pour ça que si on regarde les grands agrégats de comptabilité nationale, alors du coup, évidemment, on prend un autre angle, on parle toujours d'économie, mais sous un autre angle, quand on regarde la comptabilité nationale, et ce qui est très important quand même, c'est la compta nationale, c'est ce qui nous permet d'avoir vraiment une vision sur la force de l'économie, l'indépendance de l'économie française à l'international. Et on voit aujourd'hui, elle s'est complètement détériorée. C'est un indicateur qui s'appelle la position extérieure de la France. On n'en parle pas beaucoup, ça a l'air technique. En fait, ça l'est pas du tout. La position extérieure de la France, ça vous donne une idée. C'est la différence entre les flux financiers des Français vers l'étranger et l'inverse. Et on voit qu'elle s'est complètement détériorée. Aujourd'hui, vous avez à peu près 33, elle est négative d'à peu près 33% du PIB. Vous avez 750 milliards d'euros, grosso modo, qui viennent chaque année de l'extérieur pour boucler notre train de vie. En fait, quand on dit qu'on vit au-dessus de nos moyens, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que de notre protection sociale, notre consommation, les Français ne sont plus capables eux-mêmes de financer tout ça. Chaque année, environ 750 milliards d'euros viennent de l'étranger pour nous aider à boucler les fins de mois, ce qui crée évidemment la dette. Donc ça veut dire qu'à vous écouter, l'économie française est trop dépendante de la consommation, mais j'ai envie de dire, les Américains aussi, c'est encore pire chez eux, et j'imagine que leur position nette extérieure est aussi déficitaire, et personne ne va leur chercher des noises. Tout à fait, David. Mais les Américains, ils ont le fameux dollar qui fait qu'eux, un jour, ça va peut-être, un jour ou l'autre, ça va peut-être craquer, mais c'est vrai que les Américains ont ce privilège incroyable d'émettre leur monnaie, le dollar qui s'endette sans fin. Mais nous, surtout, en fait, le sujet, c'est pas tant mon papier. Le but de mon papier, c'est évidemment pas de dire à chacun épargner tant et plus. C'est d'interroger, en fait, pourquoi notre épargne et pourquoi on n'a pas assez d'épargne. Simplement. Mais on n'a pas assez d'épargne. Je vous coupe, 18% de taux d'épargne. On est le deuxième peuple en Europe, j'ai regardé après les Allemands, qui épargnent le plus. Et on épargne plus que les Américains, 3 fois plus qu'eux. On épargne beaucoup plus que les autres. Mais on va rester en Europe, David, parce que c'est vrai que les États-Unis, vous avez raison, c'est très proche, il y a aussi beaucoup de déficit, mais une fois de plus, c'est ce dollar qui change quand même l'équation. Donc évidemment, en France, on peut dire on épargne beaucoup. Les Français ont quand même un fonds assez auvergnat. Ils épargnent, et une fois de plus, pour la croissance, il faudrait consommer. Mais dans notre sujet là, de relation de la France par rapport à l'international, donc on voit bien que notre épargne ne suffit pas à combler notre train de vie. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est en grande partie ponctionnée par la sphère publique et par la dette. Vous savez, l'épargne, elle est beaucoup sur
de l'assurance vie qui va en obligation d'État. Et le sujet, c'est pas tant de dire épargner beaucoup plus, le sujet, ce serait de dire il faut libérer cette épargne, qu'elle puisse aller financer l'économie. Et le problème de la France, évidemment, c'est pas, il faudrait pas un taux d'épargne de 30%, mais c'est que cette épargne est ponctionnée pour les déficits publics. Dans les années 60, c'est un comparatif intéressant, c'est quand même les années 60, c'est le grand moment de l'industrie française, elle prend une forte croissance, vous aviez un taux d'épargne de 20% et un budget équilibré. À ce moment-là, l'épargne, elle est entièrement vers le financement de l'économie. Aujourd'hui, vous l'avez dit, l'épargne est autour de 18%, et vous avez plusieurs points, on dit environ 7 points, qui partent directement pour financer le déficit budgétaire. Donc en fait, si vous comparez aux années 60, on est dans les grands agrégats, hein. Grosso modo, le taux d'épargne disponible pour financer l'économie, il est de 10%. Donc vous voyez, ouais, après, vous savez, j'avais cette discussion avec le patron d'une grande banque française qui m'expliquait qu'il faut arrêter de dire que l'argent des Français dort et que même sur les comptes ou les dépôts faits dans les comptes des banques, ça fait des crédits derrière, fait aux entreprises, aux ménages, donc ça fait tourner l'économie. Le livret A, ça finance le logement social, et que c'était faux de dire que l'argent des Français, plutôt placé de manière sécurisée, ne travaillait pas. Non, mais l'argent il travaille, mais une grande partie va financer la dette du pays. Et bon, c'est une façon de travailler, hein. L'État français a besoin de lever de l'argent tous les mois. Et l'épargne des Français, il va en grande partie. D'ailleurs, en ce moment, David, on voit bien, il y a un peu de tension sur les marchés depuis la dissolution de juin. Et revient cette idée, mais mon Dieu, est-ce qu'on ne serait pas plus sécurisé si la dette française n'était pas davantage détenue par les Français? Aujourd'hui, c'est à peu près moitié-moitié. Moitié par des créanciers nationaux, moitié étrangers. Et, bon, mais si on devait monter encore plus, alors là, pour le coup, il n'y aurait plus aucune épargne pour le reste de l'économie. Donc, oui, le débat, l'épargne d'or, en effet, c'est pas le sujet. Et même quand vous investi en OAT français, vous avez un rendement, d'ailleurs, plutôt bon. Et en effet, vous aidez votre pays à se financer. Donc, on ne peut pas dire que l'État dort. Mais c'est évident que dans l'équation comptable française, l'immense place de l'État et de cette dette publique, hein, on est quand même très différents. C'est ça, en fait, ce papier, c'est ça que je voulais vraiment pointer, c'est le fait d'avoir un État si important, ça crée quand même des déséquilibres fondamentaux. Et une fois de plus, nous sommes sur deux sujets. À court terme, pour la croissance, il faut consommer, et même si on va consommer beaucoup de produits qui viennent notamment d'Asie. Mais si on regarde les grands déséquilibres de comptabilité nationale, la France a vraiment un problème de dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et là-dessus, évidemment, on ne va pas demander aux Français de monter leur taux d'épargne à 30%. Mais le problème, c'est que cette immense sphère publique, on n'a pas les moyens, en fait, David, de cette sphère publique extrêmement importante, de cette sphère sociale très, très importante. Après, il y a un sujet, évidemment. Mon objectif, là, c'est pas du tout de dire qu'on va faire une politique à la Milei, tout couper. C'est un sujet démocratique important. Mais je crois qu'on ment un peu aux Français en faisant l'air de rien. Il n'y a aucun problème. On peut chaque année renouveler tranquillement le budget de la sécurité sociale. En réalité, nous n'en avons plus les moyens et on le voit dans la dette. Et un jour ou l'autre, ça ne marchera plus. C'était vraiment l'objectif de ce papier, c'est de signifier ça. Et c'est vrai que le pouvoir d'achat, c'est le mantra, c'est le discours qu'on entend effectivement dans la bouche de tous les politiques, de ne parler que du pouvoir d'achat et pas de ses conséquences, notamment sur la position extérieure de la France. Tout à fait, exactement. Non, et c'est vrai qu'en plus, le pouvoir d'achat, on voit bien, c'est très populaire, hein, c'est quelque chose qui nous touche tous, hein, la crainte de manquer, et puis de pas pouvoir nourrir sa famille, enfin, c'est totalement légitime. Mais on voit bien que c'est un indicateur qui a peu de sens, parce que votre pouvoir d'achat, il est toujours insuffisant par nature. Même si vous êtes de partie des gens très privilégiés, vous vous comparez toujours à la tranche supérieure. Donc, il y a un sujet, moi, je crois, qui est très important, évidemment, c'est la pauvreté, de lutter contre la pauvreté. Il y a encore de la pauvreté en France. Ça, c'est un sujet qui me semble totalement prioritaire, la lutte contre la pauvreté. Mais le combat du pouvoir d'achat, il ne peut être que perdu, puisque il y a un sujet psychologique, vous regardez toujours la tranche au-dessus et vous êtes toujours insatisfait de votre pouvoir d'achat. Donc je pense que les politiques ont assez tort de s'engouffrer tous sur ce créneau-là. Ils ne peuvent que perdre. D'ailleurs, on voit bien hein, l'impopularité des politiques, c'est peut-être lié en effet à leur obsession du pouvoir d'achat. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé merci, Anne David. de Guigné, éditorialiste au Figaro. Merci Anne, bonne journée. À bientôt David, à bientôt.